Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, on l'appelle aussi comme ça, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler agriculture biologique, agroécologie, et on va même parler d'huile. Huile de colza, huile de tournesol, mais attention, huile biologique fabriquée à la ferme Ursule à Chantenay. Et c'est Marie Schwab, qui est agricultrice associée, qui vient mettre un peu d'huile dans cette émission qu'on a bien besoin. Tu chantes le reggae, tu es languedocien et quand tu chantes en anglais, mets de l'huile. Et mets de l'huile petit homme, mais pas n'importe quelle huile. De l'huile de colza et de tournesol de la ferme Ursule. Oh oui, aujourd'hui, vouons un culte aux saintes huiles vierges. De cette huile 100% locale vendéenne, fabriquée avec une première pression à froid, sans solvant chimique, sans chauffage de la graine. Un produit donc hautement qualitatif et nutritionnel. J'ai envie de dire à l'image de la ferme Ursule, car en matière d'agriculture biologique, allez, voici une ferme pionnière. Transition énergétique, réchauffement, urgence climatique, circuit court, agriculture biologique. Autant vous dire qu'à la ferme Ursule, on n'a pas attendu que ces termes soient à la mode pour se lancer dans la culture en agroécologique. Voilà plus de 40 ans que la transition est enclenchée chez eux. Hier, Pierrette et Jacques Morino, les parents, aujourd'hui Marie, Sébastien, Sylvain, Alexis, se sont engagés dans la culture en agroécologie. 40 ans qu'en famille, qu'entre amis, on se retrousse les manches, on transpire, on solidarise ensemble et c'est cette joie qu'ils soulèvent ensemble dans leur travail à la ferme et qu'on retrouve dans la qualité des produits qu'ils proposent. 40 ans qu'ils produisent autant d'énergie qu'ils n'en consomment. Condition sine carbone pour laisser l'endroit plus propre qu'ils l'ont trouvé. 40 ans qu'ils ont compris qu'on vit sur un morceau de terre qui ne nous appartient pas et que plus nous le dégradons, plus nous dégradons nos vies. 40 ans que ces paysans ne se retrouvent pas dans cette longue ou cette logique consumériste et intensive qui semble se foutre de demain. 40 ans qu'ils créent les conditions pour permettre d'être responsables des choix qu'ils font. Et 40 ans qu'ils contribuent à imaginer des présents et des lendemains heureux. Ô léagineuses qui êtes en terre, que votre culture verte soit faite sur la terre comme vue du ciel. Après premier pressage sans chauffage, donnez-nous notre sainte huile vierge de ce jour. Ne nous laissez pas succomber à la malbouffe et délivrez-nous des produits chimiques, maintenant et à l'heure de la récolte. Au nom du lierre, du lys et du pissenlit, cyclamen. Bon allez, c'est du n'importe quoi, trèfle de plaisanterie. Quelle est l'histoire de la ferme Ursule? Quelles sont les productions? Quelles sont les étapes de fabrication d'huile? Quelle vertu? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Marie Schwab, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir au comptoir de Comme toujours. Alors, avant de se lancer dans la discussion et la présentation des huiles, permettez-moi de vous présenter deux oléagineux. Deux huiles. Enfin, je veux dire, les deux gars ingénieux et géniaux. Nos deux Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Bonjour les huiles. Bonjour. Essentielles. Bonjour Marie. Vous avez vu son costume maréchal? Ah oui, magnifique. Et le plus beau, c'est le caleçon maréchal. Mais ça c'est pour l'émission. Le caleçon maréchal. La chemise est tellement longue, il n'y a même pas besoin de caleçon. Écoutez, les choses étant ce qu'elles sont, Jean-Pierre Pouvreau, plutôt que de dire des sottises, dites-nous un petit peu. Je connais la chanson du caleçon. Ah, caleçon joli, les filles de mon pays. Enrico, s'il te plaît. Au menu. Alors, au menu. Il y a un lien avec l'huile, j'espère. Bien sûr, c'est une des recettes qui est connue depuis hyper longtemps, c'est des pommes de terre hareng à l'huile. Alors bon, on peut mettre que de l'huile de colza ou de tournesol dans cette recette qui vit depuis déjà très 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 longtemps dans nos souvenirs. Alors le tout, c'est de la remettre à jour et de la déguster tous les jours. Puisqu'on est envahi en permanence avec des nouvelles recettes exotiques qui viennent de partout et on oublie la base. Revenons à la base. Et puis, penser assaisonnement, c'est peut-être quelque chose aussi dont on ne pense pas assez. On se dit, on cuisine, l'huile, voilà. Et on ne s'arrête jamais sur cette question de l'huile qui est... Enfin, j'imagine qu'on va en parler dans un instant. Le diable est caché dans les détails. Et l'huile en fait partie. C'est un détail qui est extrêmement important, parce que c'est l'huile qui va enrober, qui va développer un petit peu tout le goût de ce qu'on a préparé dans la recette. C'est la base. Vous avez le sens de la formule. Chapeau bas. Je l'ai pas fait exprès. Vous aurez le droit de revenir la semaine prochaine. Et Jean-Pierre Bertrand d'Arexpo, l'huile,
un sujet. Est-ce que vous avez quelques... Quand j'avais vu les articles, je m'étais dit, tiens, est-ce que dans le temps... Et puis j'ai fouillé un petit peu dans nos archives. Vous avez trouvé des choses? Et puis j'ai découvert déjà qu'au 19e, c'est dans le panorama local. Hein. Il y a des cultures, mais là c'est que fourrager, dans ce que j'ai cru comprendre. Par contre, il y a une des personnes là, qu'on a interviewées qui se souvient d'avoir produit du colza pour fournir les graines à un rabatteur qui les fournissait pour la production d'huile. Alors là, c'est pas forcément en Vendée, mais ça existait. Il faut aller fouiller un petit peu plus loin. Mais ça s'est fait entre les deux guerres. D'accord. Mais le colza a été cultivé surtout dans la plaine de Luçon, on va entendre. Ouais. D'accord. On écoutera ça dans un instant. Marie, on parlait de 40 ans de la ferme Ursule comme une ferme pionnière en matière d'agriculture biologique. Aujourd'hui, faites-nous une visite de la ferme. C'est quoi les productions? Vous êtes combien et quelle est son histoire? Alors aujourd'hui, la ferme Ursule, c'est 3 gérants associés. Ouais. Donc moi-même, mon mari Sébastien et un ami à nous, Sylvain. Donc voilà, on pilote tous les 3 à la ferme. On a une équipe avec nous. D'accord. On a Pauline, Bastien, Joël qui sont salariés. Ouais. On a Alex et Thomas qui sont apprentis. Et puis on a aussi Maëlle qui nous aide toutes les semaines le mercredi après-midi à l'huile. Donc c'est important aussi, quoi. C'est un vrai projet collectif. Créateur d'emploi. C'est ça, pour nous c'est important. D'ailleurs c'est dans les gènes historiques de la ferme. Parce que mes parents n'étaient pas tout seuls, ils étaient dès le départ avec Christian et puis qu'ils ont eu assez facilement le projet, l'envie en tout cas d'embarquer des équipes salariées avec eux. Donc ça, c'est important. Et après, effectivement, c'est un système qui a toujours été diversifié, avec un troupeau de vaches laitières qui est toujours présent, qui est là depuis le début. C'est quoi comme vache? Alors, il y a des jerseyaises, principalement. On a changé de race il y a quelques années. Donc, c'est les petites vaches marron, qui sont des bonnes randonneuses. Et en agriculture biologique, le pâturage est obligatoire. Et nous, on est dans le bocage vendéen avec des vallons. Donc, on avait envie de cette vache rustique. Ça ressemble à la maraîchine un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui fait un lait très riche, qui a une grosse teneur en matière grasse. Ouais. Donc on ne peut pas rater le laitage avec notre lait. C'est impossible. Donc voilà, il y a une partie du coup élevage qui permettent aussi de valoriser des prairies qui sont sur les coteaux. Ouais. Donc ça, c'est vraiment aussi important pour nous dans l'histoire et encore très fort aujourd'hui, la complémentarité de la présence des animaux et des végétaux et la valorisation de l'élevage, mais en agriculture biologique, qui respecte la physiologie de l'animal. Donc voilà, après, il y a une grande diversité de cultures. Donc il y a les cultures qu'on va en reparler forcément, colza, tournesol, les oléagineux. Mais il y a aussi des céréales pour des meuniers. Donc blé meunier, petit épeautre, par exemple, sarrasin. Et puis on a développé il y a quelques années toute une gamme de légumes secs. Donc pois chiches, haricots rouges, les mogettes, même des graines aussi type... on va tester cette année les graines de courge. D'accord. On a semé la lentille il n'y a pas longtemps. Donc ça, on le fait en groupe avec d'autres agriculteurs bio. Okay. C'est le groupe qui s'appelle les légumes secs bio de Vendée, tout simplement. D'accord. Et puis, effectivement, un atelier de transformation qui est là depuis déjà plus de 20 ans. Qui permet de transformer des graines en huile vierge. Et entre élevage et huile, tout n'est pas cloisonné? Non. Chez nous, rien n'est cloisonné. Ce qui fait que, d'ailleurs, les stagiaires s'arrachent les cheveux pour les rapports. Parce que rien n'est simple. On ne peut pas faire de paragraphe, tout s'entrecroise. On fait rarement comme tout le monde. Et puis, effectivement, pourquoi mes parents et Christian se sont dit... Et si on produisait de l'huile, en fait, c'était pour produire à la base du tourteau. J'en ai ramené un échantillon. Donc le tourteau pour les vaches? C'est ça. Donc en fait, le tourteau, c'est le résidu des graines lors du pressage. C'est le reste. C'est-à-dire que d'un côté, quand on presse des graines, on a l'huile, qui est le jus de la graine, et l'enveloppe de la graine. Et mes parents, ils ont commencé pour ça. Pourquoi? Parce que c'est riche en protéines et que ça leur permettait de ne pas acheter de la protéine à l'extérieur, donc d'être autonomes pour l'alimentation des vaches. Génial, d'accord. Et donc, ils produisaient du tourteau, mais de l'huile. Et donc, ils se sont dit, c'était le tout début, les magasins bio n'existaient pas. Ils se sont dit, voilà, on est quand même en train de produire des huiles vierges de première pression à froid. C'est comme ça que ça a démarré, effectivement. D'accord. Et après, comment on écoule l'huile? Quels sont les réseaux? C'est de la vente directe, c'est quoi?
Alors, les réseaux, ils se sont diversifiés aussi au fil du temps. Donc aujourd'hui, on a les magasins bio, on a les magasins La Ferme, les magasins de producteurs, les épiceries, notamment les épiceries vrac aussi. On a toute une partie en restauration collective, les cantines, les lycées, les écoles primaires, les collèges, les EHPAD. On a toute une partie en restauration privée. Donc ça va des restaurants plus typés, type brasserie, aux restaurateurs étoilés. On a vraiment toute la gamme des restaurateurs. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, on a aussi de plus en plus de partenariats dans le milieu de l'artisanat alimentaire. Des gens qui vont faire de la moutarde avec nos huiles, du muesli. En fait, effectivement, l'huile est partout. Et ça va même au-delà, puisqu'on a beaucoup de partenaires en cosmétique artisanale qui font des savons, des baumes, des macérats. Et en fait, c'est vrai que l'huile, on n'y pense pas spontanément. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui décide de relocaliser son alimentation ou un restaurateur qui se dit je vais travailler des produits locaux, ne pense pas forcément à l'huile, alors qu'elle est dans beaucoup de plats, dans beaucoup de choses en fait. Et qu'effectivement, il y a beaucoup de restaurateurs qui soient dans des cantines scolaires ou dans leur propre restaurant, effectivement, qui se rendent compte, en fait, qui se réapproprient le goût des huiles vierges et puis qui font effectivement, qui se rendent compte du lien que ça fait dans un plat. Tout à fait. On ne voit plus les choses de la même façon à partir du moment où c'est... Et j'imagine qu'il y a aussi tout un travail de sensibilisation. On sait combien les enfants peuvent être ambassadeurs. Quand vous parlez de collectivité, ça veut dire qu'il y a aussi des ateliers. C'est quelque chose de très fort pour nous. Ma mère avait déjà beaucoup œuvré pour développer le bio dans les cantines. Et moi, c'est aussi quelque chose qui est fort, puisque l'avantage de la restauration collective, c'est qu'on touche tout le monde. C'est ça. Et qu'on ne touche pas que des familles qui vont dans les magasins bio, etc. Et puis aujourd'hui, il y a la loi qui est de notre côté, puisqu'il y a la loi Egalim qui est passée et qui oblige aussi les collectivités. Donc pour nous, c'est un vrai coup de pouce parce que... Voilà, et depuis toujours, on est adapté à la restauration collective. On ne vend pas en bouteille à la restauration collective. On a des bibes de 5, de 10 et de 20 litres qui sont adaptées. Et effectivement, quand on fait une table dégustation, des animations au moment du repas, en fait, on sous-estime la capacité des enfants à apprécier le goût des choses. Moi, quand je suis en animation et qu'il y a des élèves, des 6e, qui vont se servir en crudité parce que la vinaigrette est bonne, j'ai juste un petit échange de regards avec le cuisinier, la gestionnaire, si elle passe par là, et c'est gagné, quoi. Et puis moi, ça me donne surtout beaucoup d'énergie après pour travailler à la ferme, quoi. Parce que, voilà. Et c'est vrai que dans les dégustations, le fait que ce soit des huiles vierges ou effectivement, on n'a pas enlevé le goût ni la couleur, il y a une vraie découverte. Et ça, c'est génial quand on fait goûter aux gens, aux restaurateurs, à des enfants, les huiles. On sent que voilà, les papilles s'activent, les yeux pétillent. Les sens sont en éveil. Effectivement. Ça, c'est super chouette. On reviendra dans un instant sur les étapes de fabrication de l'huile. Mais avant, je vais passer la parole à Jean-Pierre Pouvreau. On va passer à table, et c'est maintenant. Jean-Pierre Pouvreau, l'huile, forcément, vous en tant que cuisinier, c'est quelque chose dont vous êtes attentif Ah oui, complètement. Bien sûr, on mélange toujours, nous, dans certaines recettes, on mélange souvent une huile, voire deux, comme suivant avec un équilibre différent, et souvent un vinaigre ou deux. Puis après, on trouve le goût qui nous correspond à nous, qui est censé correspondre à tout le monde. Et sur de l'huile bio, première pression à froid comme vous faites. Le problème, c'est que nous, on n'a pas eu le pont, on n'a pas eu l'information. Donc nous, on a des structures, elles fonctionnent de façon différente. Et on n'a pas le lien entre vous qui produisez et nous. Maintenant, on l'a, parce que vous êtes là. Donc ça permet... ça permet... Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous repartirez avec des échantillons. Et voilà. Et alors souvent, ce qui manque le plus, c'est le lien. Voilà, parce qu'on rentre dans des habitudes. Voilà, et donc... Et sur l'épicerie, parfois, les restaurateurs ne font même pas la commande, c'est-à-dire que c'est un peu tacitement reconduit. Oui, bien sûr. Donc moi, je passe beaucoup d'énergie à m'agiter pour expliquer qu'on est là, en fait. Et aller vers les restaurateurs pour dire bonjour, on est là, et à faire découvrir nos huiles, effectivement, parce qu'ils n'y pensent pas forcément. Quoi. Non, et quand le pont est établi, après, il n'y a pas de souci, bien au contraire. La magie opère. Ah oui, parce que les restaurateurs, c'est des gens qui ont à cœur de bien faire. Normalement, quand on fait de la cuisine, on le fait comme pour nous, et c'est censé... Il y a une transmission, il y a une vraie transmission, une envie de transmettre les goûts. C'est fait pour tout le monde. La cuisine, c'est un acte d'amour d'abord.
Voilà, c'est pour ça, on a les mains sans arrêt dans l'eau, on a les mains toujours propres. Des fois, faut mettre des gants, mais on a les mains en permanence dans l'eau. On se lave 20 fois, 50 fois les mains à l'eau. Voilà, donc je vais revenir donc à ma recette. C'est des pâtes à tarans de maman. Alors donc, c'est des pommes de terre à l'huile. La cuisine, un acte d'amour. Maman est pas loin. Maman est pas loin. C'est un acte d'amour. Donc là, vous trouverez d'autres recettes. Hein. Moi, la recette de ma mère, c'était 10 filets de harengs fumés, 900 g de pommes de terre de Noirmoutier, si possible, une cuillerée à café de genièvre, si vous aimez le genièvre. Ma mère, elle met toujours un petit peu de genièvre écrasé pour que ça donne un peu de goût. Bon, 4 échalotes de oignons, et puis 10 cuillères à soupe d'huile de colza, un tiers de vinaigre de vin vieux, mais vous pouvez varier les vinaigres, vin vieux avec du cidre, vin vieux avec du balsamique, vin vieux, on peut essayer plein de ramages différents. Hein, c'est comme dans les huiles. Voilà, alors donc les pommes de terre sont cuites d'abord à l'eau, en robe des champs, on les épluche, et au moment de servir la salade, on fait tiédir l'huile de colza, et on rajoute les pommes de terre à réchauffer dedans, on rajoute l'échalote, l'oignon haché, et puis le vinaigre et le genièvre, voilà, et on mélange le tout avec les harengs qu'on a coupés en petits morceaux, ou laissés entiers, on peut s'amuser avec la présentation, tout est permis. Tout est permis. Voilà, et avec le goût de noisette que ressort l'huile de colza, c'est un vrai bonheur. Et pour la cuisson, quel type d'huile on va privilégier entre colza et tournesol? Alors, le colza est vraiment adapté à l'assaisonnement, puisque la richesse de ces oméga, notamment 3 et 6, va se détériorer au contact de la chaleur. Donc, ce serait quand même dommage. Bien sûr. Voilà. Le tournesol oléique, par contre, ce sont des variétés de tournesol spécifiques qui permettent une vraie résistance et une stabilité à la cuisson. Donc celle-ci, c'est vraiment l'équivalent d'ailleurs nutritionnellement à l'huile d'olive, voire même supérieure. Et du coup, ça permet une vraie utilisation en cuisson, en friture. Moi, j'ai de plus en plus de restaurateurs qui font leurs frites dans notre tournesol. Et comme elle est plus stable, ils sont amenés à changer moins souvent leur bain de friture. Oui, sûrement. Donc ça donne un autre type de goût. Donc on a vraiment une huile toute utilisation et une huile plutôt d'assaisonnement pour le colza. Parce que Marie, vous ne faites pas d'huile d'olive? La question qui fâche. Je savais que j'allais vous fâcher. Mais le plus génial dans tout ça, c'est de la production locale, de pays, de chez nous. Voilà, c'est ça, c'est du bon. Et donc, le tournesol pousse chez nous. Donc tout va bien, puisque ça nous donne l'occasion d'avoir une huile tout à fait adaptée. Et c'est vrai que je suis souvent confrontée à ces questions-là. Cette question-là, parce que l'aura de l'huile d'olive, Puget avec sa bicyclette et entre autres, ça marque. Et donc, voilà, je suis pleine d'énergie et d'ambition concernant le fait de faire connaître le tournesol. Et je suis sûr que les valeurs énergétiques et pour la santé sont aussi bonnes avec ces huiles-là qu'avec de l'huile d'olive. Hein. Mais puis, il faut manger un petit peu de tout. C'est ça. Et puis aujourd'hui, dans les temps qui courent avec les problématiques de budget alimentaire, c'est une vraie proposition aussi, qui est beaucoup plus facile d'accès par rapport à des huiles d'olive qui sont quand même, quand on compare à des huiles d'olive de qualité, qui ont très fortement augmenté. Donc ça permet aussi d'allier des vrais arguments santé, des arguments de produire localement, en bio, et de donner accès à des produits de qualité à des gens aussi, localement. Tournesol et colza, ce sont des plantes qui ont besoin d'eau, beaucoup, ou comment ça se... C'est pas au même moment? C'est des semences différentes? Oui, alors c'est des cycles. En fait, le seul point commun, effectivement, des deux graines et des deux plantes, c'est que il y a de l'huile dans les graines. Mais sinon, c'est des cycles complètement différents. Le colza, c'est de la famille du chou. C'est d'ailleurs pour ça que le colza fourragé existe et qu'on en fait aussi pour nos vaches. Donc lui, il est semé, souvent on dit que nous, pour le réussir, il faut le semer avant le 15 août pour qu'il puisse profiter des pluies d'orage de fin d'été pour la levée. Et après, il va passer tout l'hiver en terre. Donc là, actuellement, ça ressemble à des champs de choux. Oui. La floraison va se faire au printemps. La floraison est très connue, les champs très jaunes, bien sûr. Pour une récolte au mois de juin. Donc il a quand même presque un an en culture. Alors que le tournesol, c'est presque l'inverse, puisque c'est une plante de printemps qui va se semer quand ça va se réchauffer, fin avril, début mai. Et qui va passer l'été. Bon, la plante du soleil qui suit le soleil, qui est connue pour ça, le tournesol. Et puis qui va se récolter à l'automne.
Donc c'est vrai que c'est des cycles qui sont complètement différents, qui sont complémentaires. Les fermes en agriculture biologique, avec une très grande diversité végétale comme chez nous, c'est justement ça qui est important pour favoriser les auxiliaires, puisqu'on n'utilise pas de pesticides, pour éviter que les mauvaises herbes poussent, c'est d'avoir des cycles différents, pour casser les cycles, pour qu'aucune plante ne s'habitue finalement. Donc c'est très intéressant dans des rotations, ce qu'on appelle les rotations, la succession culturelle. C'est ça. Il est comme le tournesol, il n'a pas besoin de boussole pour se tourner vers la caméra et savoir que c'est à lui maintenant d'enchaîner sur sa chronique. C'est Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Oui, c'est vrai que moi, comme beaucoup, j'étais surpris par cette production en Vendée de l'huile. Mais depuis gamin, je me souviens du tournesol. Donc voilà, et puis en cherchant dans nos archives, j'ai découvert des témoignages qui remontent à l'entre-deux-guerres. Je me répète, mais il y avait Cavollo qui déjà au XIXe siècle relatait qu'il y avait cette culture de colza, donc voilà, c'est pas nouveau en Vendée. On va entendre Ulysse Orion de Sérigné, c'est pas loin de chez vous, qui nous parle justement de cette culture de colza qu'il a connue, lui, entre les deux guerres. Petit tour dans le sud Vendée. Puis vous pouvez même arriver avec les colzas à la grange, t'as vu la capucine. Le colza, c'était quand est-ce que c'est arrivé, le colza? Le colza est au mois de septembre. Non, ce que je veux dire, au niveau des années. Tout le temps connu. Toujours? Vos parents aussi, ils faisaient du colza? On en avait. On en avait avant-guerre. Juste avant-guerre. En 1939, quand la guerre a déclaré, on avait livré peut-être 200 kilos de graines de colza. On nous avait donné droit à 30 litres d'huile. On a fait toute la guerre avec. L'huile d'arachide qui était sur le marché. Oui. Un truc, non? Je sais pas. Et vous voyez ce qui se passe pendant les sujets? Il y a Marie qui est en train de rhabiller notre... voilà les coulisses de l'émission. Alors on a été très attentifs au sujet. Ça, je peux vous dire que Marie, elle a su rebondir et on va lui poser des questions maintenant. Jean-Pierre, deuxième chronique. Le second témoignage pour passer aux choses sérieuses. Oui, un peu de sérieux. J'avais dit qu'on avait besoin de mettre de l'huile. Il y a besoin de... Alors, on n'en met pas sur le feu, s'il te plaît. Donc on va entendre cette fois-ci Denis Véco de Nallier qui va nous parler des étapes de ce travail du colza entre la récolte et puis jusqu'à un appareil qui s'appelle un moulin à Tarare qui était là pour séparer la graine. La récolte. Voilà. Okay. Donc on écoute. Denis Véco. Alors le colza, on le coupait à la main, à la faucille. On faisait de l'huile avec. Mais l'huile, vous aviez à ce moment-là un commerçant qui venait vous le chercher. Ah ben oui. À Chevrette, là, j'ai connu quelqu'un qui avait un tambour spécial pour battre le colza. Un grand truc, un grand chariot large, long, qui était fait avec des planches embouffées comme dans un grenier, par exemple. Et où on battait les colzas en sautant dessus. En sautant dessus pieds joints? Ah ben, on tapait, et puis avec une fourche, allez, hop. Et oui, on voit les photos de la ferme Ursule aussi, entre autres. Merci Jean-Pierre. Marie, vous produisez autant d'énergie que vous en consommez? C'est fort, ça? C'est quelque chose qui est effectivement présent depuis longtemps, cette réflexion énergétique. Le fait d'être déjà sur des systèmes autonomes, déjà, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que pour nourrir nos animaux, on ne va pas chercher des choses à l'extérieur de la ferme, même à l'extérieur du continent. On est autonome, on produit. Les vaches sont là pour valoriser des éléments du relief, des coteaux, des prairies, comme je l'ai déjà dit. Et puis, on produit ce qu'il leur faut pour compléter ces prairies. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Au niveau de l'impact carbone d'une ferme, quand elle ne va pas chercher des choses à l'extérieur, c'est pareil pour les semences, on essaye d'en faire un maximum.
tout est dans cette réflexion d'autonomie, et j'ai même envie de dire dans l'autonomie aussi de la prise de décision, de réflexion, etc. Ça, c'est dans l'autonomie de la matière organique, parce que la présence de l'élevage est hyper précieux parce que nous, notre seul engrais, c'est la bouse. Exactement, la bouse des vaches, qui est pour nous un or noir. Voilà, on cède des légumineuses qui captent un peu l'azote de l'air, tant qu'à faire, parce que la nature est bien faite. Mais voilà, et effectivement, bon, ça fait déjà un petit moment qu'on est équipé de panneaux photovoltaïques. Voilà, il y a une vraie réflexion qu'on risque d'accentuer encore plus dans les années à venir. De l'huile dans les tracteurs aussi? Alors, il y a longtemps au départ, d'ailleurs, effectivement, il y avait des moteurs qui avaient été bricolés. Je me souviens, conduit avec une voiture qui sentait un peu la friture. Et je savais changer les filtres parce qu'ils s'obstruaient assez facilement. Aujourd'hui, il y a il n'y a pas d'huile en carburant parce que déjà les moteurs ont évolué. C'est pas du tout les mêmes moteurs, mais on essaye déjà de consommer moins de carburant, ce qui est déjà une bonne chose. Eh ben, on souhaite qu'il y ait plein de fermes Ursule aussi un peu partout, parce que Medavik, c'est le bon chemin. Voilà. Oui, merci beaucoup, Marie. Ça passe vite le temps. Oui, merci à vous. Merci d'être venu avec. Donc, on rappelle la ferme Ursule du côté de Chantonnet, à Mar-des-Prés, où la ferme et les portes sont ouvertes. On peut venir vous voir. Tout à fait. Les gens peuvent aller faire leur curieux sur Internet, le site, la page Facebook pour l'actualité de la ferme. Et aussi la page Instagram pour toutes les idées recettes avec les huiles. Eh ben c'est noté. Eh ben on va se dire à toutes. Puis merci beaucoup. À toutes. Merci. Au revoir. C'était génial.